Nos entrepreneurs ont du talent. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Frédéric Bénard. Bonjour Frédéric. Bonjour Sébastien. Alors, tu es à l'initiative de la création de Tablissime. Exactement. Et alors, c'est quoi Tablissime? Alors, Tablissime, ce sont des restaurants éphémères qui s'invitent dans des lieux insolites de notre patrimoine sarthois, dans lequel j'invite tous les épicuriens et amoureux du patrimoine à venir déguster un repas et vivre une expérience où j'invite à chaque fois un chef, des créateurs et je décore une belle tablée. Voilà, c'est des restaurants qui changent de l'ordinaire, on va dire. Comment t'es venue cette idée d'organiser ces dîners, ces repas-là dans des lieux insolites? C'est une question qu'on me pose très souvent. Effectivement, comment m'est venue cette idée? Alors moi, il faut savoir que je suis sarthoise d'origine, que je suis partie vivre de ma passion dans le tourisme pendant presque 10 ans. Et donc j'ai beaucoup voyagé. Et je travaillais notamment dans des agences de voyage, des hôtels de luxe. Et donc dans cet univers, c'est là que j'ai pris goût aux belles tablées, à dénicher des lieux insolites. Et ma dernière expérience m'a menée en Corse, où il y avait un restaurant dans une grotte. Dans une grotte? Dans une grotte. Voilà. Je travaillais dans un hôtel de luxe où il y avait un restaurant dans une grotte et un restaurant aussi dans la plage, dans le maquis. Enfin, c'était incroyable. Et vraiment là-bas, j'ai compris qu'un restaurant pouvait être bien plus qu'un restaurant. Ça pouvait être vraiment une expérience pour ceux qui y venaient. Et je me suis dit que c'était dommage de limiter ça à une clientèle, on va dire, très VIP ou élitiste. Et donc je me suis dit, j'avais envie de revenir en Sarthe. Et donc je me suis dit, je vais faire ça en Sarthe. Mais ça sera ouvert à tous ceux qui souhaitent rejoindre cette table. Et voilà, l'idée est née comme ça. Et vu que j'ai des origines agricoles, j'ai intégré aussi dans mon concept le bien manger, le beau, le bon, pour aussi mettre en avant la Sarthe sous toutes ses facettes. Et donc c'est pour ça que Tablissime s'est créé comme ça. Quand tu parles d'ouvrir ces restaurants éphémères à tout le public, ça veut dire que tu organises un événement, il y a un nombre de places qui est ouvert. Oui. Et c'est dans des tarifs qui sont accessibles à peu près à tout le monde par rapport à un restaurant gastronomique ou semi-gastronomique? Oui, alors ma volonté, c'était vraiment ça, de donner la possibilité de venir à ces tables, dans des lieux où on n'irait pas si on n'est pas invité à un mariage, à un séminaire, si on ne connaît pas les propriétaires, si on ne connaît pas le lieu, de un peu démocratiser la venue dans ces lieux et le rendre accessible dans la mesure du raisonnable, c'est-à-dire que oui, effectivement, je ne peux pas faire un prix non plus extrêmement bas où tout le monde pourrait venir, les places sont limitées, c'est beaucoup d'organisation, donc j'ai essayé de faire un prix abordable, donc tous mes restaurants éphémères sont tous au même prix, ils sont à 119,90 par personne et ça inclut toute l'expérience allant de la visite au menu, à l'accord mets et vin, ce qui reste pour l'expérience très abordable. C'est pas une volonté de ma part pour l'instant d'aller plus haut ou plus bas, l'idée c'est d'essayer de rémunérer tout le monde comme il faut et de faire vivre une belle expérience à ceux qui partagent cette table. Alors, dans les expériences insolites en Sarthe, tu parlais en Corse, donc il y avait les grottes, il y avait le maquis. En Sarthe, quels sont les événements insolites qu'on peut avoir alors, il faut avoir de la créativité, mais on en a plus qu'on ne pense. Bien souvent, près de chez nous, on a des lieux qu'on ne soupçonne pas, ou alors qu'on connaît mais qu'on n'est jamais allé. Et j'ai fait vraiment des tablissimes dans des lieux très variés. Ma première était très audacieuse, était dans un champ de maïs. J'avais fait un labyrinthe et la table était cachée au milieu du champ de maïs et on a découvert à la ferme du producteur qui nous invitait. J'ai fait ça dans des châteaux médiévaux. En Sarthe? En Sarthe, oui. À Ballon, le château de Ballon. Au manoir, dans des manoirs avec des jardins remarquables. Dans l'ancienne usine de rillettes à Conneré. Les rillettes, élément très important en Sarthe. Mais voilà, tout le monde connaît les rillettes de Conneré, les rillettes prunier, mais personne n'est allé dans les anciens ateliers. J'ai fait ça récemment dans l'écurie de voitures de course d'Ams, qui est encore un autre univers, mais voilà, le sport automobile fait aussi partie de notre ADN sartois. Franchement, les possibilités sont illimitées, que ce soit en pleine nature, dans des musées, dans des belles demeures, dans des entreprises un peu uniques. Il n'y a pas de limite et jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à trouver des petites pépites, comme je dis. Est-ce que quelqu'un qui aurait un lieu insolite
pourraient te proposer d'organiser un dîner? Ah bah, tout à fait, ça se fait bien souvent comme ça. Parfois des gens me proposent des lieux, parfois c'est des chefs qui ont des idées, et parfois c'est mes propres invités ou convives qui aussi me disent j'ai pensé à toi, il y a un lieu qui serait super. Et ça devient plus que mon projet à moi, ça devient un projet que tout le monde s'approprie et aime aussi, auquel les gens aiment contribuer. Alors on imagine que faire un dîner insolite comme ça dans des anciennes usines de rillettes, on pense qu'il va y avoir quand même peut-être un peu de rillettes à manger, mais est-ce que le choix du lieu influe sur le choix du menu? Ah oui, tout à Est-ce fait. que dans le champ de maïs, par exemple, est-ce qu'il y avait quelque chose qui évoquait la question de peut-être du maïs ou autre chose? Totalement. Le principe, c'est vraiment que le lieu nous inspire le menu. Et du coup, oui, le chef s'inspire du lieu pour le menu. Moi, je m'inspire du lieu pour la décor de table. Et par exemple, dans les ateliers pruniers, on avait fait un fil rouge sur le thème des rillettes, de l'entrée jusqu'au dessert. Alors évidemment, c'est subtil, c'est cuisiné par des chefs qui apportent ça de manière très subtile. Voilà, c'est bien amené. Dans le champ de maïs, c'est pareil, on a utilisé les produits de la ferme. On a fait des présentations avec des grains de maïs. Enfin voilà, c'est aussi le jeu de s'imprégner du lieu ou s'imprégner de l'invité qui fait partie de l'aventure. Parfois, il m'est arrivé d'inviter par exemple un invité supplémentaire comme les cafés Bock, qui sont très facteurs de café au Mans. Et ça a été le fil rouge du menu, le café Bock. Donc voilà, parfois il arrive qu'il y ait des invités, soit des invités qui sont artisans de bouche ou producteurs, soit des invités qui sont créateurs et qui apportent une touche créative sur la table, donc un métier plutôt manuel. Donc il y a toujours un invité surprise sur mes tables. Et comment ça se construit alors? C'est le lieu qui inspire l'idée, c'est le chef, la rencontre avec un chef qui inspire l'idée. Comment est-ce que se fait cette genèse de l'organisation? Alors, tout dépend. Ça peut venir des deux. Ça peut venir d'un chef qui a une idée et je me mets en quête d'un lieu qui pourrait correspondre à cette idée. Ça peut venir d'un lieu pour lequel j'ai eu un coup de cœur et du coup, je me mets en quête d'un chef auquel ça plairait. Et souvent, d'ailleurs, se construisent pas de manière désorganisée. Enfin, parfois, il y a un chef qui me dit « Moi, je suis passionné d'automobile. » Forcément, quand j'ai visité les écuries de voitures de course, je savais très bien à qui j'allais demander. Et voilà, il faut aussi que les chefs prennent plaisir à vivre cette expérience et que ça matche entre le lieu, le chef, l'invité surprise et moi, mes idées créatives aussi. Donc le menu est composé par le chef, c'est lui qui décide ou toi tu apportes une proposition? Alors je donne plutôt de manière générale carte blanche au chef, donc c'est le chef qui décide. Après évidemment on échange ensemble, je valide le menu. Il faut savoir qu'il y a un menu unique, donc il faut quand même que ça plaise plus ou moins à tout le monde. Donc je valide quand même avec lui, on peut éventuellement faire des petits ajustements. Et après, je teste même ce menu avec un caviste ou un sommelier que j'invite à rejoindre l'aventure pour faire un accord mets et vins sur le menu du chef. Donc il y a un premier tour de piste. Voilà, c'est ça. C'est ça, en privé, avec C'est ça. le plaisir de déguster le premier repas, comme ça, qui sera ensuite disponible Voilà. à la soirée. Et ça nous permet de faire des petits ajustements, de trouver le bon vin qui ira bien avec le menu et aussi surtout de passer un bon moment avec le chef, le caviste, éventuellement le producteur qu'on a invité. Voilà, ça fait partie de l'histoire aussi de Tablissime de construire ces moments et ces rencontres. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 lieux sartois? Alors tu as parlé des rillettes avec les usines, les écuries. Est-ce qu'il y a d'autres lieux, en dehors du champ de maïs aussi, que tu as pu expérimenter? Oui, alors j'en ai fait 10 déjà, donc je ne Ah oui. pense pas les avoir tous cités. Les autres lieux, j'ai fait ça dans un château, dans une belle orangerie. Donc c'était à Pêche-Seul, le château de Pêche-Seul. Et c'était très étonnant d'ailleurs cette histoire de château. Il y avait un petit côté italien dans l'ambiance du château. Et la propriétaire était passionnée de voilier. Donc voilà, c'était un petit voyage au cœur de la Sarthe. J'ai fait la Maison Courtin aussi, dans le sud Sarthe, à la Charte-sur-le-Loir. C'est une adresse très unique avec un passionné qui a collectionné
toutes sortes de brosses et qui, dans son garage, a fait des boutiques, a recréé des boutiques des années 20 avec un marchand de couleurs, un chapelier, un cabinet de curiosité. Voilà, c'était assez fou de faire une table au milieu de ces boutiques des années 20. La prochaine table est dans un musée de musique mécanique à Dolon. Donc là, c'est pareil, c'est des passionnés qui ont retapé des vieux instruments et tout fonctionne. Donc du Scopiton au jukebox, au piano bastringue. Voilà, c'est vraiment une autre ambiance. Mais Nous, ça serait un dîner musical, presque. bah oui, là pour le coup, oui. C'est vrai que on me dit souvent, mais il manque presque de la musique dans tes éditions. Quelques musiciens. Voilà, le but c'est que ça ne devienne pas non plus une grosse teuf, les tablissimes, mais effectivement, il y en a qui sont plus animés que d'autres. Dans les écuries de voitures de course, on a fait du simulateur de voitures de course. Là, on aura de la musique. Voilà, faut se dire qu'aucune tablissime n'est pareille. Que ça soit dans l'ambiance, dans le menu, les choses font qu'elles sont incomparables. C'est impossible de comparer. Et parfois, il y a des surprises dans certains lieux. Enfin, voilà, c'est aussi la magie de ces restaurants éphémères. C'est qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais je sème quand même des indices, mais je ne dis pas tout, parce que la beauté aussi des choses, c'est d'avoir un peu de surprise. Ce sont des repas qui ont lieu plutôt le midi, le soir, le samedi, le dimanche. Alors c'est toujours la même chose, c'est le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche midi. Donc on fait 3 jours de suite la même édition. On limite les places à autour de 40 personnes, selon les lieux, pour que moi je puisse m'amuser dans le décor de la table, pour que le chef puisse s'amuser dans la créativité de ses plats, et pour garder le moment convivial avec la rencontre avec les propriétaires, avec le chef, voilà, que tout le monde puisse échanger et profiter du lieu de manière presque exclusive finalement. Ça veut dire qu'il y a, en plus d'une soirée avec un dîner, il y a la rencontre avec le chef. Il explique le menu qu'il a proposé, pourquoi tel choix. Alors le chef ne sort pas toujours de sa cuisine, entre guillemets, parce qu'il est bien occupé, mais il sort toujours venir saluer les convives à la fin. Certains cuisinent même devant les gens, ça dépend des lieux. Il y a parfois des lieux qui s'adaptent, où le chef cuisine vraiment devant la table. Et voilà, et sinon il est dans ses cuisines qu'on a aménagées dans un autre endroit. Mais il prend toujours le temps de venir après saluer les convives, échanger avec eux, etc. Donc ça fait partie aussi de l'aventure. Ça veut dire qu'il faut quand même installer des cuisines dans des endroits où il n'y a pas de cuisine. Exactement, c'est tout l'enjeu de ces restaurants éphémères. Alors je dis cuisine parce qu'effectivement on ne pourra jamais reconstituer une cuisine telle qu'un chef l'aurait dans son restaurant. Mais selon les lieux, il y a plus ou moins des cuisines. Parfois, il n'y en a pas du tout. Donc là, il faut imaginer aussi un menu qui s'adapte. On amène du matériel pour. Mais voilà, après, il y en a des lieux qui ont quand même un existant de cuisine, entre guillemets. Mais c'est aussi l'enjeu de ces expériences, c'est que le menu doit être adapté au lieu. Il y a des lieux où on ne pourra pas non plus faire un menu gastronomique en 10 temps au vu des équipements qu'on a. Donc, voilà. Et le champ de maïs, par exemple. Ah, c'est marrant, c'était pas du tout le plus difficile. C'est vrai ? Non. En fait, on était illusionnistes, dans le sens où les gens avaient l'impression d'être perdus au milieu d'un champ de maïs, mais le bâtiment agricole qui cachait des cuisines n'était pas très loin. Du fait du labyrinthe. Du fait du labyrinthe. Ouais. Et donc on a pu cuisiner pas loin. Les soirées comme ça qui sont organisées, est-ce qu'il y a un thème que tu organises, puisque tu disais que tu t'occupes de l'accueil, de la décoration, etc. Est-ce qu'il y a un thème qui est forcément lié avec le menu, ou est-ce que ce sont deux thèmes qui peuvent être différents ? Non, il n'y a pas forcément de thème. C'est le lieu qui inspire mon décor de table, évidemment, mais il n'y a pas un thème en particulier. Enfin, les gens ne doivent pas venir déguisés, par exemple. Ça pourrait être une idée. Ça pourrait être, pas tout le temps, mais une fois. Il y en a certains qui me le demandent, mais Oui. ça pourrait être une idée, mais il n'y a pas un thème en particulier. Il n'y a que moi qui, entre guillemets, me déguise, entre guillemets, puisque j'aime bien être assortie à ma table. Donc si la table est bleue, j'aurai certainement un chemisier bleu, mais ça se limite à ça, on va dire. Et après, le décor de table, évidemment, rentre dans le thème du lieu ou du menu, mais je ne demande pas forcément aux gens de venir déguisés. Ça fait combien de temps alors que tu as développé ces soirées, ces tablissimes ?
Alors, le tout début de Tablissim a presque maintenant 3 ans. J'ai commencé effectivement par le champ de maïs en 2023. Il n'y a pas eu beaucoup d'éditions les premières années, c'était un petit peu une phase de test. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à en faire plus. Et voilà, maintenant l'aventure a 3 ans déjà. Et maintenant, il faut y aller à fond parce qu'on m'en redemande. Donc, le projet est voué à se développer, à continuer, à trouver une certaine régularité aussi pour que les gens puissent savoir de plus en plus à l'avance mes tables, puissent faire des bons cadeaux par exemple, puissent aller sur celles qu'ils adorent et rendre peut-être ce concept duplicable à d'autres régions et en faire une vraie entreprise et plus un simple projet. Combien de temps de préparation ça demande entre le moment où tu as l'idée d'un lieu et le moment où les dîners sont là et on peut venir participer? Ça demande combien de temps? Alors je dirais que comme tout métier de passion, il ne faut pas compter ses heures. C'est difficile de savoir combien de temps j'y passe parce que… Pas en nombre d'heures, mais en nombre de semaines. Un nombre de semaines, mais même en semaine, parce que parfois une Tablissim peut mettre des années à se concrétiser parce que je rencontre le lieu à un certain moment. Il n'est pas encore prêt parce qu'il y a par exemple des travaux ou je n'ai pas le chef qu'il faut pour parce que voilà, c'est pas évident. Et finalement, 1 an après, c'est bon, on a tous les éléments qui se coïncident et là, on y va. Donc c'est difficile à dire, mais après, en amont et en aval, il y a bien 1 semaine de chaque côté de l'événement pour tout préparer et tout ranger. mais ouais, c'est difficile à dire combien de temps je prends. Mais… Les chefs avec qui tu travailles, ce sont des chefs sartois qui ont des restaurants ou qui sont des chefs qui ont l'habitude d'aller sur des événements, peut-être des traiteurs de haut niveau ou des gens qui font des chefs à domicile? Alors j'ai eu tous les cas. Ça peut être des traiteurs, ça peut être des chefs à domicile, ça peut être des restaurateurs comme un restaurant. Alors c'est sûr que pour eux c'est un peu plus difficile parce que ça demande soit d'avoir une grosse équipe pour faire tourner le restaurant en même temps, soit de fermer son restaurant. Donc c'est un peu plus de contraintes. Mais après, voilà, la clientèle peut aussi suivre exceptionnellement dans ce restaurant éphémère. Mais il y a aussi des chefs à domicile, des traiteurs. Voilà, tout chef qui a envie un peu d'aventure ou de défi ou de vivre cette expérience est le bienvenu chez Tablissim. Ça veut dire qu'on peut te contacter si on est chef et qu'on se dit tiens, c'est original, j'aimerais bien participer, on peut te contacter. Exactement. Les personnes qui accueillent peuvent elles aussi te contacter. Mais alors, le public qui vient, comment est-ce qu'il te contacte? Comment est-ce qu'on sait qu'il y a ces dîners qui sont organisés? Alors actuellement, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, où j'annonce ma programmation, les dates à venir, etc. Et où je partage aussi les coulisses de toute cette aventure. Et un site web est en cours pour plus de facilité à me suivre. Les gens peuvent aussi m'envoyer un mail, parce que tous ceux qui ne sont pas réseaux sociaux, ce que je peux comprendre, du coup m'envoient un mail et du coup ils sont informés par mail des prochaines dates. Donc voilà, c'est possible aussi. Est-ce qu'au fur et à mesure des expériences que tu as eues, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent de façon régulière et qui te suivent comme ça, qui se disent à chaque fois, ça sera le dîner de, je ne sais pas moi, tous les 2, 3, 4 mois, ils viennent et ils sont presque des abonnés? Oui, alors je commence à en avoir pas mal qui me suivent dans toutes mes aventures et qui n'en loupent presque aucune. Parce que des fois, voilà, les choses font qu'ils ne sont pas dispo à cette date-là, mais vraiment, il y en a qui m'ont suivi sur toutes les dates. Je les appelle d'ailleurs mes ambassadeurs, puisqu'ils me suivent partout et ils me font une communication de fou. Souvent, ils invitent des amis, des proches, ils font connaître mon projet. Et c'est assez marrant parce qu'ils me disent que j'arrive toujours à les surprendre. donc oui, il y a des fidèles. Et il y en a même qui me suivent depuis le début, qui ne sont jamais venus, mais qui ont fait ce cadeau-là à tout le monde. Ah oui, il y a des personnes qui l'ont offert, ouais, mais qui ne sont jamais venues. Voilà, c'est ça. Alors du coup, il faut peut-être que quelqu'un leur souffle l'idée de leur offrir à eux-mêmes. Peut-être que pour une Saint-Valentin ou un cadeau de Noël, ils pourraient se l'offrir. Ouais. Mais oui, ça plaît beaucoup en cadeau parce que souvent, on ne sait plus quoi offrir finalement en choses matérielles. Et voilà, offrir des moments et ce genre de moments, ça marche à tous les coups. Sur les menus originaux, tu parlais tout à l'heure les usines de rillettes. Alors, on imagine qu'il peut y avoir des rillettes en entrée. Est-ce qu'il y a eu des créations culinaires particulières pour ces moments-là? Oui, il y en a eu. C'est vrai que les chefs sont toujours assez surprenants. Et les rillettes, effectivement, c'était vraiment le plus
insolite parce qu'on a utilisé des rillettes dans tous les plats. Mais il y a eu aussi le café. La chef donc c'était Julia Robert, qui était chef à domicile, qui a fait un menu sur le café et elle a vraiment élaboré à partir du café certaines recettes et même elle finalement s'est pris dans l'engrenage d'inventer des recettes et elle avait imaginé une sauce à base de café et c'était vraiment surprenant sa sauce et même elle était tellement fière qu'elle voulait presque déposer sa recette tellement elle était fière d'avoir créé cette sauce, donc c'était vraiment une belle surprise. Et je n'ai peut-être pas idée comme ça de toutes les recettes, mais il y en a eu, et il y en aura d'autres, je pense, encore à venir. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées et que tu veux aborder ? La chose la plus importante, c'est de partager ce concept, en parler autour de vous, parce que c'est ça qui me fait grandir, c'est ça qui rend encore plus magique l'expérience. Et voilà, et venir me rendre visite à ces restaurants. Okay. Là, nous sommes fin février 2026. Est-ce que tu sais déjà quelle sera la période ou la date du prochain ? Alors, j'essaye d'en faire de manière régulière, tous les 2 mois environ. La prochaine date, c'est le 20 mars, le 20, 21 et 22 mars, donc au Musée de la musique mécanique à Dolon, avec le chef Michael Julien, qui est chef à la Ferté-Bernard. Il y en a une prochaine qui se prépare en juin, le 19, 20 et 21 juin, qui sera à Montval-sur-Loire. Le lieu n'a pas encore été dévoilé, mais ça ne serait tardé. Et je suis en quête des autres qui vont pas tarder à se préparer également. Donc voilà. À Montval, le chef est déjà trouvé ? Oui. Tout à fait. Oui, c'est Romain Tricot qui est chef sur Le Mans, chez un traiteur, et qui a déjà participé à une tablissime en 2025. Et qui a tellement eu un succès qu'il a repris du service pour l'aventure en 2026. Donc il sera de retour en 2026. Comment on fait pour s'inscrire, pour découvrir le menu, découvrir le lieu ? On peut suivre, tu disais, sur Facebook. Ouais. Et c'est Tablissime auquel on doit s'abonner. C'est ça, Tablissime, ouais. Et les réservations se font en ligne ? Oui. Ouais. Il y a une billetterie qui ouvre souvent 1 ou 2 mois à l'avance et sur lequel on peut s'inscrire et prendre sa place sur le jour qu'on souhaite. Le menu est affiché. Alors le menu, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui ne veulent pas le savoir et il y a ceux qui veulent le savoir. Donc le menu est toujours affiché tout en bas de la billetterie. Enfin voilà, sur la page de l'événement, tout en bas, il y a toujours le menu qui est affiché. Comme ça, ceux qui veulent le voir peuvent le voir. Ceux qui veulent la totale surprise, ils n'y vont pas. Et voilà. Et si on se réveille un peu tard, si on se réveille 2-3 semaines avant l'événement, il reste encore de la place ou c'est déjà complet ? Ça dépend des événements. Alors oui, 2-3 semaines avant, je pense qu'il reste toujours des places par-ci, par-là. Après, voilà, il y a des événements qui ont un gros succès et parfois 48 heures après, il n'y a plus de place. Mais il y a une liste d'attente parce qu'il y a parfois des gens qui peuvent se désister ou qui ont un empêchement pour X raisons. Et du coup, la liste d'attente permet de reprendre la place qui se libère. Et voilà. Est-ce que tu as pu identifier avec cette dizaine d'expériences ce qui peut justement faire qu'une soirée va être plus à succès qu'une autre ? Qu'est-ce qui va plus séduire les gens ? Est-ce que c'est le lieu ? Est-ce que ça va être le menu proposé ? Est-ce que c'est la conjonction des deux ? Est-ce que parfois c'est la saison ? Est-ce que tu as pu identifier ? Ah, c'est dur à dire. C'est un tout, je dirais. C'est l'ambiance, de manière générale. Et c'est aussi ça qui me fait choisir les personnes qui s'impliquent dans le projet. C'est-à-dire que tous les lieux où il y a des passionnés, ça se ressent. Et si on le fait avec passion, que ce soit moi, le chef ou le lieu, ça donne une énergie incroyable à ces soirées-là. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est la passion et l'ambiance et l'envie de partager. Merci beaucoup Frédéric. Merci à toi. Nos entrepreneurs ont du talent.